Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo qui pourrait être une sorte de première vidéo d'une série pour aller plus dans le détail, mais c'est faire une vidéo sur les semences. J'avais déjà fait une fois une vidéo, mais je n'étais pas rentré en détail sur beaucoup de points. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous amener à vous préparer en fait, si vous voulez commencer à faire vos propres graines, comment ça serait bien, dans l'idéal, de connaître le chemin que va parcourir la plante jusqu'à sa fructification pour faire des semences pour les futures générations d'elles-mêmes. On a choisi un petit peu cet endroit parce que ça arrive la fin de la floraison des oliviers, une floraison assez discrète, mais toutefois qui est bien visible, qui se passe par le vent. Ce ne sont pas les insectes qui pollinisent les oliviers, en tout cas principalement, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'insectes, mais c'est principalement le vent qui fait le travail. On en a eu beaucoup ces quelques derniers jours, ce qui fait qu'on m'a expliqué que la pollinisation sera peut-être pas excellente. Mais voilà, tant qu'on a quelques olives, on sera déjà bien content. Et ce sont des arbres qui se préparent à l'avance. La fructification, la floraison, la fructification, tout ça c'est quelque chose que la plante prépare bien à l'avance, avant le printemps. Et c'est quelque chose que vous devriez penser lorsque vous désirez faire vos semences, que c'est quelque chose également qui se prépare pour préparer vos futurs plants à faire les semences que vous utiliserez par la suite pour refaire des plantes. La semence, c'est évidemment, lorsqu'on regarde ça du côté du jardin, le but c'est de faire des belles semences pour pouvoir reproduire de belles plantes. Mais la semence, c'est aussi beaucoup de choses. C'est dans l'agriculture de tous les jours, on en cultive des grandes quantités parce que c'est riche, c'est riche en protéines, c'est riche en plein de choses. Et dans la vie de tous les jours, on mange énormément de semences dans le pain. Je peux parler de milliers de choses, la moutarde, enfin, ce qui me passe par la tête. Et lorsqu'on parle d'autonomie, il ne s'agit pas simplement de faire de la semence pour prévoir les futures plantes, mais on peut aussi prévoir de faire de la semence en surplus pour en faire autre chose, soit la partager, soit la manger, soit la donner aux poules. Ça peut être des choses qu'il faut toujours aussi avoir en arrière-pensée, c'est qu'on peut faire d'autres choses que simplement des plantes avec des semences. Et je suis toujours épaté de voir la résilience des plantes, tout ce qu'elles mettent comme énergie pour faire de belles semences pour leur futur. Et quand on regarde la période qui est assez sèche maintenant ici dans la région du Portugal où nous nous trouvons, il y a énormément de plantes qui ont mis beaucoup d'énergie ce printemps rapidement pour faire des belles semences. Et c'est quelque chose qui est fascinant parce que c'est un prémisse pour la prochaine génération. La semence, c'est tout un avenir, c'est quelque chose de très poétique, je trouve, et ça vaut la peine de mettre son énergie pour essayer d'en faire de belles. Dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on voit, il y a un grand nombre de termes qui sont utilisés pour les semences, pour leur donner un nom. F1, graines anciennes, graines biologiques et OGM. Alors la partie OGM, la partie des modifiés génétiquement, on va directement mettre ça de côté. Ça ne nous concerne pas, en tout cas aujourd'hui. Quant aux toutes les autres graines, ça reste des graines. Alors, il faut faire une différence entre les semences F1 et peut-être, on peut encore faire peut-être une différence sur les variétés qu'ils appellent biologiques. Biologique ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont reproductibles. Biologique, c'est plutôt dans un sens quand elles ont été produites d'une manière biologique, c'est-à-dire en traitant les porte-semences de manière biologique. Toutefois, il faut tout imaginer ça, que ce sont toutes des semences que vous pourriez reproduire, même une F1, parce que dans la nature même, la nature fait des graines F1. Le problème de la graine F1, c'est que c'est un croisement entre une variété A pure, une variété B pure, et le croisement de ces deux va donner une troisième variété, qui est la variété C, qui, elle, va relever les qualités de A et de B et donner un super légume. Ça, c'est ce qu'on appelle le F1, c'est la première génération de ces deux croisements. Elle va avoir ce qu'on appelle un effet d'hétérosis qui va relever un caractère et une puissance incroyable que vous allez avoir à travers cette plante. Alors si on contrôle bien ce croisement et on sait ce qu'on fait, on va obtenir des graines qui vont donner des super plantes. Des plantes
qui auront des caractéristiques probablement supérieures à A et B. Par contre, depuis le F1, vous êtes embêté parce que si vous aimeriez avoir des légumes comme ça et persévérer dans cette lignée de super légumes, c'est un peu compliqué parce que ça va nécessiter beaucoup de travail et beaucoup d'années pour revenir en arrière pour que ça soit à nouveau une variété pure. Donc c'est un autre sujet, ça nécessite une connaissance incroyable pour faire ça et beaucoup de temps. Mais ça ne veut pas dire, parce que c'est F1, que c'est mal. La nature, elle, également, fait des F1. Naturellement, elle croise deux variétés pures, fait des F1 qui vont donner d'autres tomates, puis qu'un jour vont redonner une variété stable. Donc F1 ne veut pas dire que c'est pas naturel. C'est simplement quelque chose, quand vous faites du jardin, que vous voulez éviter si vous cherchez à reproduire ces semences. Par contre, vous pouvez les utiliser pour faire des légumes. Ils sont absolument sains. C'est quelque chose qui existe dans la nature. Mais ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est d'essayer de conserver la variété A et de conserver la variété B et justement d'éviter de faire un croisement entre A et B. La dernière petite précision au sujet des graines F1, si vous plantez les graines que vous obtiendrez, on va parler de tomates parce que c'est simple, de la tomate F1 que vous auriez là, donc là, la numéro C, enfin la lettre C, si vous plantez ces graines, vous allez obtenir probablement trois sortes de tomates. Une qui ressemble à la C, une qui ressemble à la A et une qui ressemble à la B. Donc, vous auriez peut-être 60% de chance d'avoir de la variété C dans les futures générations à la première fois, mais vous aurez un mélange des deux autres tomates. Par exemple, si ça c'est une verte et puis ça c'est une rouge, vous aurez peut-être le C étant une variété jaune, vous aurez probablement des variétés jaunes, mais vous auriez également du vert et du rouge dans vos futures descendances, ce qui rend donc les choses compliquées. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est non reproductible. C'est ce qu'on appelle une variété non stabilisée, non stable, qui ne va pas donner des descendances tout le temps fidèles à la maman. Donc maintenant qu'on sait qu'on veut partir avec des variétés pures, donc des variétés de base et reproductibles, par exemple, comme c'était le cas de ces radis géants blancs là, l'idée c'est de savoir certaines choses pour pouvoir se simplifier la vie. D'une certaine manière, on peut expliquer ça comme ça. Donc, il faut voir un peu ça comme un arbre. D'ailleurs, je vous mettrai à disposition dans le lien, et puis je pense que ça sera dans la vidéo aussi, c'est cet artiste qui a reproduit ça en fonction des arbres, que je trouve exceptionnel pour s'orienter un petit peu dans ce brouhaha de branches. Une fois qu'on sait que la base du tronc, c'est la famille, on peut commencer à aller plus haut dans les branches. Et dans ces branches, on va diviser ensuite la famille en genres. Alors si je prends par exemple une qu'on connaît bien, les courges, donc les cucurbitacées, on va se retrouver dans un genre cucurbita, où on aura la plupart des courges, comme la butternut ou les choses comme ça, plus haut. Et de l'autre côté, par exemple, nous aurons les cucumis, comme les concombres. Entre le genre cucurbita et le genre cucumis, il n'y a pas de croisement. Ça veut dire une courge et un concombre ne vont pas pouvoir se croiser. Lorsque le tronc, on sait maintenant que c'est les cucurbitacées, qu'on a deux genres, on va rester sur les concombres, les cucumis, et on va aller sur le deuxième étage, donc les genres cucurbita. On sait que dans ce deuxième étage, il n'y a pas de croisement. Maintenant, lorsqu'on monte un étage plus haut, on va appeler ça les espèces. Alors, dans les espèces, par exemple les cucurbita, vous aurez les cucurbita moschata, vous aurez les cucurbita maxima, et vous aurez encore une division qui fait que les choses ne vont pas se croiser au niveau 3 si elles font partie de différentes espèces. Normalement, il peut y avoir des exceptions dans quelques genres, dans quelques espèces, mais normalement, lorsque vous vous situez au troisième niveau, ça se sépare encore une fois. Et suite à ce troisième niveau, vous avez les variétés. Et dans ces variétés, alors à ce moment-là, vous aurez des croisements. Toutes les cucurbitas moschata vont pouvoir se croiser et s'hybrider entre elles. Toutes les cucurbitacées maxima, également elles-mêmes, vont pouvoir se croiser. Donc là, il faut faire très très attention pour éviter justement ce croisement dans le tout dernier étage, dans ce qu'on appelle les variétés de légumes, la butternut, l'ushikuri, enfin, etc. Vous en nommez plein qui font partie des variétés
de cucurbitacées. Par exemple, je vous donne un autre tronc, qui est la famille des Solanacées, où toutes les variétés finales, vous en connaissez un paquet, c'est les patates, c'est les tomates, c'est les physalis, c'est les piments. Tout ça, ce sont des Solanacées qui font partie du tronc de la famille des Solanacées. Ensuite, vous avez le genre Solanum, qui seront les tomates, les aubergines et les patates, qui ne peuvent pas se croiser avec les capsicums. Je ne suis peut-être pas sûr du nom exact, mais capsicum, ce sont tous les piments. Donc, le genre capsicum ne va pas se mélanger avec le genre Solanum. Et cette division vous permet déjà de se dire, ok, je m'oriente, je veux faire ici, donc je regarde cette partie de l'arbre. Et au troisième étage de l'arbre, vous avez tous les capsicums différents. Vous avez le chinensis et vous avez le anum, par exemple. Et certains poivrons ou piments font partie de cette variété, non pas cette variété, cette espèce chinensis, cette espèce anum. Et dans ces espèces-là, vous n'avez pas de croisement possible. Par contre, dans les variétés chinensis, toutes, au quatrième étage, toutes peuvent se mélanger. Dans les variétés capsicum anum, toutes celles qui sont là peuvent se mélanger. Donc au dernier étage, vous avez vraiment un croisement qui peut se faire exceptionnellement rapidement. Et c'est là qu'il faut faire attention. Toute cette partie théorique, elle peut faire très très peur. Ce n'est pas, à mon avis, quelque chose, c'est essentiel de la comprendre. Mais je vous mettrai dans le descriptif de toute manière les liens vers ces dessins qui m'avaient beaucoup inspiré. Et ce livre dont j'avais déjà parlé, et un lien ensuite sur d'un site internet qui est extraordinaire justement pour se renseigner, qui vulgarise ça très très bien. Plus on fait cette gymnastique de les regarder, ces tableaux, plus ça devient clair et simple, comment il faut s'y prendre. Et ça devient aussi intéressant de se plonger dans cette petite littérature, parce que je dirais, elle est très grande, mais il suffit peut-être de se concentrer sur une certaine base pour avoir déjà des connaissances qui sont assez importantes et qui sont surtout utilisables. Et c'est ça justement l'idée de ce livre et l'idée de ce site, c'est que ça vous permet très vite d'aller au point important. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines plantes, voilà, ce radis qui aura besoin va faire ses graines sur 2 saisons. Ils ont été plantés à la fin de l'été de l'année passée et ils sont en maturité. Il faut ramasser les semences, c'est prêt maintenant. Donc ils ont besoin de 2 saisons. Généralement, ça se passe sur un automne et un printemps suivant, ou bien un cycle complet printemps-été, et ça vient seulement sur la saison suivante. Ils ont besoin de passer un hiver pour fructifier. Et il y a des plantes qui font ça sur la même saison, comme la tomate, la fleur, la tomate, la graine, tout se passe en quelques semaines. Ici, on se situe sur un endroit où je suis en train de faire de la semence. Alors j'ai dédié ce coin pour faire de la semence des échalotes. Il a fallu préparer ça, c'est une bisannuelle, donc il a fallu les récolter l'année passée. Et puis préparer la fructification qui va se passer cette année. Ici, il y a de l'aneth, ça s'est été planté il y a quelques semaines. J'ai pu observer les belles plantes, etc. Les vilaines plantes, je les ai récoltées, mangé les feuilles, et puis j'ai donc éliminé celles que je trouvais pas nécessairement belles à reproduire. Après, normalement, j'ai aussi lu que dans la littérature que si on veut faire de la semence, il ne faudrait pas consommer les feuilles d'aneth. Moi, je ne pense pas que ça fait des grandes différences. Au contraire, il ne faut pas exagérer non plus pour la plucher tout le temps. Au bout d'un moment, il faut la laisser faire sa fleur. Mais j'ai quand même consommé quelques feuilles d'aneth. Et maintenant, elles partent en graines. Vous avez une autre chose ici que je suis aussi en train de faire de la semence, c'est les salades. Et j'ai planté beaucoup de salades, on en a mangé énormément. Puis au bout d'un moment, on se concentre sur d'autres salades, etc. On est ici dans un endroit où c'est toute la même variété. Et ces variétés de salades, pourquoi j'ai laissé tout ça? C'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, voilà, moi, qu'est-ce que je cherche à reproduire? Et on part sur la partie qui est importante, en fait, quand on cherche à faire des semences, c'est qu'est-ce que vous cherchez à reproduire? Est-ce que si vous cherchez à reproduire ce que vous aviez récolté l'année suivante, quels étaient les critères qui vous avaient plu? Probablement le goût, c'était quelque chose que vous aimiez, la forme, la taille, est-ce que c'était grand, est-ce que c'était rond, est-ce que c'était oblong, est-ce qu'il y avait beaucoup de feuilles, la couleur,
Tout ça, ce sont des critères qui sont importants. La plante, si on parle des tomates, est-ce que vous cherchez à reproduire des tomates dont la plante est belle, sans maladie, ou elle est complètement toute malade, etc. Si vous prenez une tomate d'une plante malade, vous aurez peut-être plus de chances d'avoir des plants qui résistent moins à ce qui l'avait rendu malade. Ce n'est pas toujours identifiable, mais dans ce cas-là, si vous cherchez à reproduire quelque chose qui résistera à cette maladie, prenez plutôt le plant qui est beau, le plant qui a résisté à ça. Si vous voulez adapter, parce que par exemple c'est notre cas ici, la plupart des semences ont voyagé d'où nous étions avant à ici, autre sol, autres conditions, autre climat. J'ai déjà vu que certaines choses, je ne vais pas pouvoir refaire des semences, il va falloir que je les abandonne. Les plantes se sont retrouvées trop stressées, elles partent tout de suite en graines, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à la région où je veux faire. Donc il faut commencer à réfléchir sélection. Et quand on fait de la semence, même à petite échelle, il faudrait essayer d'avoir un peu de choix. C'est-à-dire que si vous voulez refaire vous voulez conserver une variété de tomates, si vous en plantez qu'une, ça sera compliqué d'avoir du choix. Il en faudrait au moins, normalement il en faudrait au moins 5, mais au moins 3. Parce que comme ça, vous avez le choix. Vous en aurez probablement une très belle, une moyenne et une pas belle. Donc vous avez au moins le choix de pouvoir sélectionner quelque chose, en tout cas sur les deux. Tout le mot sélection prend beaucoup d'importance au moment où vous désirez faire des graines. Maintenant, si vous avez un tout petit jardin, ma foi, vous faites comme vous pouvez. Vous essayez toujours de garder une partie des semences que vous aviez fait il y a 2 ou 3 ans, parce que si ça se passe mal, si cette année se passe mal, je n'ai pas pu choisir de graines, vous pouvez toujours retomber sur vos pieds et repartir sur les semences d'avant, parce que vous aurez des bonnes années et des moins bonnes années. Comme cette année au nord, il pleut beaucoup, ça sera peut-être compliqué d'avoir de la magnifique sélection de forme. Vous aurez plutôt une sélection qui résiste aux maladies et à l'humidité, mais vous aurez de la peine à avoir quelque chose. Alors vous pourriez aussi mélanger les semences d'une année à l'autre pour vous dire, voilà, je fais un mélange. Donc ça c'est quelque chose qui est intuitif aussi, la sélection. Mais il ne faut pas, dès que vous mangez un fruit, vous en faites une gustatif. C'est la première sélection que vous faites. Lorsqu'on fait des semences de salade, les critères, c'est, bon, gustativement, ok, j'en ai goûté 1 ou 2, mais ça va être la couleur, la forme, et probablement, pourquoi j'ai celle-ci? Parce que je vais éliminer les premières qui partent en graines. Celle-ci va partir probablement avant celle-là, elles sont toutes aussi belles, quoique celle-ci, bon, c'est clair, elle commence à partir en graines, elle change de forme, mais je vais probablement éliminer celle-ci pour garder un choix dans les autres, parce que ce que je veux dans une salade, c'est qu'elle reste le plus longtemps possible, mangeable pour moi, pas qu'elle parte tout de suite en graines. Donc je vais plutôt sélectionner la lenteur dans ce cas-là. Dans une tomate, ça sera le contraire. Si je cherche à avoir de la précocité, je vais peut-être choisir une qui va venir plus vite mûre que les autres. Souvent, avec les salades, je disais tout le temps à mon épouse, la première que tu veux manger, c'est celle que tu gardes. Tu commences par pas la toucher. La même chose pour les échalotes. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a pris... J'ai essayé de respecter le plus possible le standard de l'échalote cuisse de poulet, sa forme, sa grandeur, sa taille. Gustativement, elles étaient toutes bonnes. Donc, je dirais que les 15 ou 18 plus belles que j'avais, je les ai gardées pour faire des graines. Alors, parfois, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas les manger, mais ça fait partie de la sélection, ça fait partie du travail de celui qui veut faire des semences. Donc, après, de toute manière, en règle générale, on a plusieurs variétés. Donc, tout en haut dans l'arbre, dans les feuilles, on a plusieurs variétés de tomates, on a plusieurs variétés de poivrons. Et à un moment donné, c'est clair, on va se poser la question, est-ce qu'il y a croisement possible? Alors, dans les tomates, on sait qu'il y a peu de chances parce que la plupart des variétés, elles ont un pistil protégé qui empêche justement, si vous avez des insectes, que le pollen d'une autre fleur de tomate vienne là-dessus. Il y a certaines règles qu'on doit respecter pour éviter les croisements. Il y a certaines techniques mécaniques qu'on peut utiliser pour justement éviter les croisements. Et puis il y a aussi des techniques de plantation ou de distanciation. Alors, par exemple, ici en bas, dans le jardin qui est ici, j'ai une variété de courges, j'en ai 2. J'ai une Moschata et une Maxima. Comme elles font partie, tout ça de la même famille, mais elles ne peuvent pas se croiser.
Donc j'ai des butternuts et des ushikuri où je sais que je ne vais pas avoir de problème. Mais j'ai une troisième variété de courge qui m'intéressait de faire, qui est une pepo. Et ça ne m'intéressait pas qu'elle se croise avec mes courgettes. Donc cette variété de courge pepo, parce que les courgettes sont aussi des pepos, je l'ai mise pratiquement 500 mètres plus loin, derrière des arbres. Je me suis fait un tout petit jardin, tout là-haut, où j'imagine pas que les abeilles vont s'amuser de partir de ma fleur ici jusque là-bas. Théoriquement, il faudrait 1 kilomètre, mais effectivement, moi, j'ai beaucoup d'obstacles pour les abeilles. On peut réduire cette distance à 500 mètres, je dois presque y être. Donc j'ai très peu de chances qu'elles aillent se promener sur mes fleurs de pepo entre la courgette qui est ici, les courgettes qui sont ici, et la courge. Donc ça, c'est la technique de distanciation pour éviter les croisements. Vous pouvez faire aussi de la pollinisation manuelle, c'est-à-dire empêcher les insectes de faire la pollinisation. Vous pouvez mécaniquement faire vous-même, ça va très bien avec les courges, très bien faire la pollinisation vous-même, puis fermer les fleurs pour empêcher justement d'avoir cette pollinisation croisée. Alors, toutes ces techniques, elles sont détaillées dans des vidéos que je mettrai en lien. Si je verrai aussi les commentaires, peut-être je pourrais détailler certaines de techniques, expliquer comment je fais. Il y a aussi une question d'observation. Par exemple, je vois très bien que j'ai peu d'insectes qui s'intéressent aux fleurs de poivron ici. C'est très bien, ils se fécondent tout seuls, ils n'ont pas besoin d'insectes. Mais les insectes, c'est sûr que s'ils viennent sur mes poivrons, ils vont à ce moment-là ils vont faire des croisements entre les Capsicum annuum, comme j'en ai plusieurs, il va y avoir des croisements. Donc il faut aussi beaucoup observer votre biotope, parce que j'imagine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est blindé d'insectes par ici, mais je pense qu'il y a tellement d'autres choses qui les intéressent plus que ça, qui ne viennent pas tellement là-dessus en ce moment. Ce n'était pas le cas dans les serres en Suisse, où j'avais énormément d'insectes qui venaient secouer les fleurs de tomates et les fleurs de poivrons, où je devais vraiment faire très attention. Donc il faut aussi réfléchir après à ces croisements. Finalement, dans les variétés tout en haut de l'arbre, il faut y penser et prendre des techniques pour se protéger, d'éviter ces croisements. Une fois que vous avez la fécondation qui a eu lieu, vous avez un fruit. Alors ce qui est important quand on veut faire des semences, c'est de s'occuper de sa plante, de la bichonner du moment où elle est petite jusqu'au moment où elle va pouvoir faire ses semences. On sait que, par exemple, on était avant au radis, en finalité, on sait que les cosses vont devoir sécher. On se dit, ouais, ça vient sec, il n'y a pas besoin vraiment d'eau. Mais il y a un moment donné où les plantes, quand elles font des semences, si vous voulez avoir quelque chose de magnifique, il ne faut pas oublier, quand elles essayent de faire grandir au dernier moment sa semence, de lui donner de l'eau. Ces radis, maintenant, j'ai arrêté de les arroser depuis peu, parce qu'ils sont vraiment morts, ils sont en train de faire sécher, tout est sec. Mais il faut penser que quand la croissance de la graine est là, il ne faut pas oublier de bichonner ces petites plantes. Ça va être le cas, par exemple, une aubergine. C'est plus compliqué, ça prend beaucoup de temps pour faire la semence d'aubergine. Mais jusqu'à que l'aubergine soit mûre, il faut elle soit brune, elle soit moche, elle vienne dure. Donc c'est quelque chose qu'il faut bichonner la plante jusqu'à qu'elle arrive à maturité. Sinon, vous allez avoir soit un avortement, ça peut se passer avec les courgettes, où tout d'un coup, la plante dépérit. Donc il faut éviter ça, bichonner les plantes. Puis finalement, dans le cycle de la graine, une fois que vous avez tout fait juste, arrive le moment où on récolte et on doit s'occuper de la semence. Donc une fois que vous avez un fruit qui arrive à maturation, qui a fait maturer les semences qui sont un fruit ou un légume, qui arrive à maturation où la semence est prête à l'intérieur, certains, vous ne pourrez pas les manger. Ça pourrait par exemple être si vous faites de la semence de brocoli. Oui, vous pourriez manger une partie des brocolis et quand même, c'est un mauvais exemple, mais le chou-fleur par exemple, vous ne pourrez pas manger le chou-fleur. Si vous voulez faire des semences de chou-fleur, à la fin, c'est dommage, il faut les laisser. Les tomates, c'est le grand avantage des tomates. Bon, je ne vais pas faire de semences avec celle-ci, mais pour l'exemple, si celle-ci était à maturité, à ce moment-là, on veut récolter les semences qui sont à l'intérieur. C'est simple, on coupe la tomate, on la vide de sa substance, on récupère les semences qui sont à l'intérieur. Ce n'est pas le but de la vidéo d'expliquer comment je fais, mais ces semences-là sont prêtes à être récoltées et le reste de la tomate, on peut quand même la manger. Une fois qu'on aura pris les semences, je ne peux pas résister. Donc voilà, l'aubergine, je citais avant,
lorsqu'elle sera prête à être récoltée pour les semences, elle est immangeable, elle doit être infecte. Mais le but, c'était donc de s'occuper des semences. Alors, une fois que ces semences sont récoltées, il faut faire quelque chose pour les sortir, par exemple, là, des tomates de leur gel. Et puis d'autres, comme le radis qu'on avait en haut, il faut les partager de la coque qui va se retrouver avec plein de chenilles. Donc il y a souvent un petit travail mécanique ou un gros travail mécanique à faire. Lorsqu'on fait beaucoup de semences, ça nécessite aussi un petit peu de travail l'automne. C'est le boulot de l'hiver, c'est de s'occuper de ces semences, les garder au sec et les emballer. Il faut penser jusqu'à la fin de la chaîne pour essayer justement de les garder, de les conserver le plus longtemps possible comme secours ou comme future génération. Et il faut savoir aussi que certaines semences peuvent se garder, certaines il faudrait en faire toutes les 2-3 ans, certaines elles peuvent être gardées plus longtemps. Moi j'ai déjà ressemé je sais que les salades elles font souvent partie des semences qu'il faut faire le plus souvent possible, mais ça m'est déjà arrivé de semer des semences de salade. Alors j'en avais mis beaucoup, mais elles avaient déjà 4 ans je crois, ou 4 ou 5 ans, et il y a une grande partie qui est encore germée. Donc il ne faut pas sous-estimer la puissance des semences, mais il faut aussi savoir qu'il y a un certain délai au-delà duquel vous pouvez pas, vos semences deviennent carrément inutilisables. Donc voilà, on a essayé de parcourir en fait tout le cycle qu'il faut faire, tout ce qui est nécessaire de faire pour aller vers votre autonomie en semences. Il faut commencer par quelque chose de plus simple. On avait déjà dit, c'est probablement la tomate. C'est quelque chose, à mon avis, c'est un super petit apprentissage à faire dans la période hivernale. Malgré toutes ces grandes explications que j'ai essayé de faire et de vulgariser, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est en faisant qu'on devient bon. Moi, je ne suis pas un professionnel de la semence. J'essaye chaque année d'améliorer mes techniques. Et maintenant qu'on a un petit peu plus d'espace, j'essaye d'en faire plus ou de faire plus de variétés en même temps. Une autre possibilité aussi que mon épouse disait, par exemple, si vous avez 2 courges qui peuvent se croiser et puis que vous voulez pas faire, ou deux variétés qui se croisent et vous savez pas trop comment vous faire pour pas qu'ils se croisent, vous pouvez faire en pousser une année et l'autre l'année. Il y a aussi cette possibilité. Il faut être inventif, il faut réfléchir un petit peu, il faut comprendre comment les plantes fonctionnent et puis il faut se lancer parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de faire sa semence. Et cette année, plus que n'importe quand, j'ai vraiment vu le problème d'adaptabilité de certaines choses. Là, je parle du maïs, où c'est compliqué de faire du maïs que j'avais en Suisse, qui adorait le froid et qui se retrouve ici en plein soleil. Il n'a pas du tout apprécié, il est stressé et ça ne va pas fonctionner. En règle générale, même si vous avez un petit jardin, vous pouvez aussi faire des semences, même des haricots. Si vous avez un petit jardin, vous pourriez faire des semences d'haricots. C'est plus simple parfois que ce qui ne paraît. Donc même sur une petite surface, on peut commencer. Et une petite anecdote, je vais peut-être vous montrer ça l'année prochaine, parce que je suis en train de faire des expérimentations. Nos chers voisins ici, ils ont une semence qui garde de génération en génération de salade dont ils ne savent pas le nom. Et elle n'a pas de nom, je lui en donnerai un. Elle est extraordinaire cette salade, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez plus acheter. Ça fait, elle m'a dit, 4 générations qui gardent, donc non 3. La grand-mère, la mère et maintenant la fille gardent cette salade et perpétuent la semence de cette salade qu'ils mangent pratiquement quotidiennement. Et il y a une autre aussi d'un haricot qui est super rapide, que je vais tester. Et c'est incroyable de savoir que là où je me situe, il y a des gens qui gardent des semences qui ont disparu de la surface. Peut-être qu'il y a eu d'évolution dans cette semence, mais c'est la première fois où je me trouve face à des gens qui ont des semences qui gardent depuis des générations dans leur famille. Et ça, c'est quelque chose de génial et j'espère peut-être pouvoir vous faire participer avec ces trucs. Parce que cette salade qu'on mange assez souvent chez eux, elle est vraiment géniale. Elle est super bonne. Alors voilà, maintenant il va falloir en faire. Et puis moi, je vous encourage de vous y mettre. En tout cas, de commencer à apprendre, de passer un peu de temps. Et puis voilà, si vous aimeriez que je développe ce sujet plus sur la technique, il existe déjà plein de vidéos, mais pourquoi pas, je veux volontiers faire une petite série sur les semences quand ça va arriver.
En tout cas, je vous encourage à vous plonger dans ce sujet. C'est quelque chose de génial. À tout bientôt. Au revoir.